Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur notre chaîne YouTube Histoire de tous les jours, l'endroit où les récits vrais de la vie ordinaire se transforment en leçons inoubliables de courage et de résilience. Si vous êtes une femme de plus de 35 ans qui adore plonger dans ces histoires poignantes de trahison, de secrets enfouis et de renaissance personnelle, alors vous êtes au bon endroit. Avant de commencer ce témoignage qui va vous tenir en haleine, je vous invite cordialement à vous abonner à notre canal. Cliquez sur ce petit bouton rouge, activez la cloche pour ne rien rater de nos épisodes hebdomadaires, et laissez un commentaire en bas pour partager vos propres expériences parce que chaque histoire partagée nous rend plus fortes ensemble. Merci du fond du cœur pour votre soutien. Maintenant, installez-vous confortablement, une tasse de thé à la main, et laissez-moi vous emmener dans mon monde, un monde qui, il y a quelques mois encore, ressemblait au vôtre, stable, aimant, imparfait mais précieux. Mon nom est Marie-Louise, j'ai 42 ans, et ce que je vais vous raconter aujourd'hui pourrait bien changer la façon dont vous regardez votre propre vie. Prenez une grande inspiration, car l'histoire commence par les plus beaux souvenirs, ceux qui rendent la chute encore plus douloureuse. Tout a commencé il y a 15 ans, par une de ces soirées d'automne où la pluie de Lyon semble laver les regrets du jour. J'avais 27 ans à l'époque, fraîchement diplômée en soins infirmiers, avec ce mélange d'enthousiasme juvénile et de fatigue accumulée qui fait qu'on se sent invincible et vulnérable à la fois. J'étais sortie avec des collègues pour décompresser après une garde interminable à la clinique Saint-Joseph, où je passais mes journées à panser les plaies des autres tout en ignorant les miennes. La ville bruissait sous les gouttes incessantes, les lumières des réverbères se reflétant en flaques miroitantes sur les pavés de la rue de la République. On s'était réfugié dans un petit bar à vin, le caveau des amis, un endroit cosy avec des murs en pierre apparente et une odeur de bois ciré mêlée à celle du vin rouge corsé. C'est là que je l'ai vu pour la première fois. Antoine, grand, charismatique, avec ses yeux verts qui semblaient percer l'âme comme un rayon de soleil à travers les nuages. Il était assis au comptoir, seul, un verre de Bordeaux à la main, et il riait d'une blague que le barman lui racontait. Son rire, ce rire était comme une mélodie oubliée, chaud et contagieux, qui m'a fait sourire malgré moi. Je ne sais pas ce qui m'a poussé vers lui, peut-être la fatigue, peut-être ce besoin primal de connexion après des heures à effacer les larmes des patients. Ou simplement le destin, ce farceur qui tisse nos vies avec des fils invisibles. « Excusez-moi, mais votre rire illumine tout le bar », ai-je dit, maladroite, en m'approchant, mon verre de chardonnay tremblant légèrement dans ma main. Il s'est tourné, surpris mais ravi, et a répondu d'une voix grave, un peu rauque, « Et vous, mademoiselle, vous avez l'air d'une héroïne de roman qui vient de sauver le monde. Asseyez-vous, que je vous offre un verre pour fêter ça. » On a parlé toute la nuit. Il m'a raconté son parcours. Originaire d'une petite ville en Bourgogne, il avait gravi les échelons dans une entreprise d'import-export, voyageant entre Lyon et Paris, négociant des contrats qui sentaient le café exotique et les épices lointaines. À 30 ans, il était déjà cadre, ambitieux, avec ce feu intérieur qui le consumait. Moi, je lui ai confié mes rêves d'enfant, devenir infirmière pour soigner non seulement les corps, mais les âmes brisées. « Tu es une guerrière », m'a-t-il dit en me prenant la main, et ce « tu » informel a scellé notre destin. On est sorti sous la pluie, il m'a prêté sa veste, et on a marché jusqu'à mon appartement rue des Capucins, riant comme des gosses, éclaboussant les flaques. Devant ma porte, il m'a embrassé un baiser doux, hésitant, puis passionné, qui a effacé la pluie et la fatigue. Ce soir-là, j'ai su que ma vie venait de basculer. Nos premiers mois ensemble étaient un tourbillon de joie pure, le genre d'amour qui fait oublier le reste du monde. Antoine était attentionné, généreux, il m'apportait des fleurs sauvages cueillies lors de ses escapades en province, me lisait des poèmes de Baudelaire au lit, et me faisait danser sur des airs de jazz dans notre premier petit appartement, un 2 pièces exigu mais rempli de nos rires. On rêvait à voix haute, une maison avec un jardin, des enfants qui couraient pieds nus sur l'herbe, des voyages en Italie pour manger des pâtes maison sous le soleil de Toscane. J'ai rencontré ses parents lors d'un dîner tendu mais chaleureux à Dijon. Son père, un retraité bourru qui parlait peu mais observait tout, sa mère, une femme élégante aux cheveux poivre et sel, qui m'a serré dans ses bras en murmurant « Prends soin de mon garçon, il a un cœur d'or sous sa carapace ». Mes propres parents étaient déjà partis, papa d'une crise cardiaque quand j'avais 20 ans, maman d'un cancer foudroyant 2 ans plus tard. Il m'avait laissé une vieille maison en Bretagne, à Quiberon, un héritage modeste, une bâtisse en granit battu par les vents, avec un grenier plein de souvenirs et un jardin envahi par les orties. Je n'y allais presque jamais, trop douloureux,
mais Antoine insistait. C'est ton encre, Marie-Louise. Un jour, on la retapera pour nos enfants. Ces mots me réchauffaient le cœur, effaçaient la solitude orpheline. Le mariage est venu naturellement, 2 ans après notre rencontre, lors d'une cérémonie simple à la mairie de Lyon, suivie d'un pique-nique au parc de la Tête d'Or. J'avais 29 ans, lui 32, et je portais une robe blanche fluide qui dansait dans le vent. Nos vœux étaient sincères, prononcés avec des larmes de joie. Je promets de t'aimer dans les tempêtes comme dans le calme, ai-je dit, et il a répondu, et moi, de te protéger toujours, ma guerrière. La lune de miel à Venise a été magique, gondole sous les ponts, gelato à la pistache, et des nuits où nos corps se parlaient un langage que seuls les amoureux comprennent. Puis, Élise est arrivée, notre miracle. J'avais 30 ans, et cette grossesse a été un mélange de joie et d'épreuves, nausées interminables, nuits blanches, mais Antoine était là, massant mes pieds gonflés, chantant des berceuses au bébé qui gigotait en moi. Quand Élise a poussé son premier cri dans la salle d'accouchement, rose et hurlante, il a pleuré comme un enfant, me serrant la main. Regarde-la, Marie-Louise, elle a tes yeux. On est une famille maintenant. Élise, oh, ma petite Élise, 12 ans aujourd'hui, avec ses cheveux châtains en cascade et son sourire espiègle qui illumine les jours gris. Elle est le soleil de notre foyer, cette fillette sensible qui collectionne les coquillages de la Saône et qui rêve de devenir vétérinaire pour sauver tous les chatons abandonnés. Je revois ses premiers pas chancelants dans notre salon, Antoine la tenant par les mains, riant. Allez, ma puce, à la conquête du monde. Ou ces soirées où on lisait des histoires de princesses courageuses, blottis tous les 3 sur le canapé, l'odeur de pop-corn chaud emplissant l'air. J'ai sacrifié beaucoup pour cette vie. Quand Antoine a été promu et que ses voyages se sont multipliés, j'ai mis de côté mes ambitions de spécialisation en pédiatrie pour rester à la maison, gérant les crises de fièvre d'Élise, les dîners froids qui l'attendaient, les lessives infinies. C'est temporaire, mon amour, me disait-il en m'embrassant le front avant de partir pour un congrès à Bruxelles. Toi et Élise, vous êtes ma force. Et je croyais ça, de tout mon cœur. J'étais fière d'être cette femme au foyer accomplie, cuisinant des tartes aux pommes maison, organisant des anniversaires avec ballons et gâteaux en forme de licorne. La maison qu'on avait achetée à Villeurbanne, avec son petit jardin et sa véranda, était notre havre, des rideaux fleuris que j'avais cousus moi-même, des photos de famille sur les murs, et ce lit king size où nos nuits d'amour, même espacées, restaient des feux d'artifice. Mais ces derniers mois, quelque chose avait changé, subtilement, comme un poison lent qui s'infiltre dans l'eau claire. Antoine rentrait plus tard, les yeux cernés, son téléphone vibrant sans cesse de notifications qu'il cachait d'un geste rapide. Des clients exigeants, rien de grave, marmonnait-il en s'isolant dans son bureau, une pièce encombrée de dossiers et d'un ordinateur qui bourdonnait comme un essaim d'abeilles. Nos conversations du soir, autrefois fluides comme une rivière, se réduisaient à des échanges pratiques. As-tu payé l'électricité ? Élise a besoin de nouvelles baskets. Je me surprenais à fixer son dos tourné dans la salle de bain, à me demander si c'était la routine qui nous usait, ou si un autre parfum flottait sur sa chemise, un musc subtil, féminin, que je ne reconnaissais pas. Élise le sentait aussi, elle me confiait un soir, levée contre moi. Papa est bizarre, maman. Il oublie de me border. Je la rassurais, c'est le travail, ma chérie, mais au fond de moi, une fissure s'élargissait, un doute comme une ombre au crépuscule. C'était un mardi soir ordinaire, le 15 juin dernier, quand tout a basculé. La pluie martelait les fenêtres comme un avertissement ignoré, et l'air embaumait le coq au vin que je mijotais depuis l'après-midi, une recette de ma mère, avec des carottes tendres et du vin rouge qui colore la sauce d'un pourpre profond. Élise était à la table de la cuisine, penchée sur ses devoirs de maths, sa langue tirée dans une concentration adorable. « Maman, c'est quoi une équation du second degré ?» demandait-elle, et je riais doucement en remuant la cocotte. « C'est comme l'amour, ma puce, ça semble compliqué, mais avec un peu de patience, tout s'équilibre. » Dehors, le ciel s'assombrissait, et je jetais un œil à l'horloge. 20 heures, Antoine en retard d'1 heure déjà. J'envoyais un texto. Tout va bien ? Le dîner est prêt. Bisous. Pas de réponse. Élise leva les yeux, inquiète. Papa arrive quand ? J'ai faim. Bientôt, mon cœur. Mets la table, veux-tu ? La clé tourna dans la serrure vers 20h45, et la porte s'ouvrit sur un courant d'air froid qui fit vaciller la flamme de la bougie que j'avais allumée pour égayer la pièce.
Mais ce n'était pas seul qu'Antoine entrait. À son bras, accrochée comme une ombre élégante, se tenait une femme que je n'avais jamais vue. Elle avait une trentaine d'années, peut-être 35, avec des cheveux noirs lisses cascadant sur des épaules nues, une robe crayon rouge sang qui moulait ses courbes comme une seconde peau, et des escarpins qui claquaient sur le parquet avec assurance. Son parfum précéda son entrée, un sillage capiteux de jasmin et de vanille, qui se mélangea à l'odeur du dîner comme un intrus. Antoine, le visage fermé, les traits tirés, posa son attaché-caisse près de la console et annonça, sans préambule, d'une voix atone comme s'il lisait un mémo professionnel, à compter d'aujourd'hui, elle s'installe avec nous. C'est ma secrétaire, Sophie, et elle cherche un toit temporairement. Le monde sembla se figer. Mon cœur, ce traître, bondit dans ma poitrine comme un oiseau affolé cognant contre une vitre. Je lâchai la cuillère en bois, qui tinta contre le bord de la cocotte, et me tournai vers lui, les lèvres sèches. Quoi? Antoine, qu'est-ce que tu racontes? Élise, figée avec son cahier en main, murmura. Papa, c'est qui elle? Mais il ignora sa voix fluette, fixant un point invisible sur le mur, et poursuivit, impitoyable. Toi, tu iras dormir dans la chambre d'amis à partir de ce soir. Elle a besoin de notre chambre pour qu'on puisse collaborer plus efficacement, elle et moi. Les nuits seront longues, des dossiers à boucler, des appels internationaux. C'est pour le boulot, Marie-Louise. Ne complique pas les choses. Sa voix était froide, dénuée de cette tendresse qui m'avait un jour enveloppée comme un manteau chaud. Sophie, cette inconnue, s'avança d'un pas, un sourire aux lèvres, pas un sourire chaleureux, non, un rictus narquois, comme celui d'un chat qui joue avec une souris. Ses yeux, d'un bleu glacial, me toisaient de haut, et elle lâcha d'une voix suave, mielleuse, « Rassure-toi, ma belle. Je veillerai personnellement sur ton époux. Il mérite qu'on s'occupe bien de lui après tant d'efforts au bureau. Tu comprends, n'est-ce pas? Les hommes comme lui ont besoin d'un peu de soutien rapproché. » Je sentis le sol se dérober sous mes pieds, un vertige qui n'avait rien à voir avec la faim ou la fatigue. Mon univers, ce cocon tissé de 15 ans d'amour et de sacrifice, s'effondrait en un instant, comme un château de cartes balayé par un souffle traître. Les images affluaient, nos rires sous la pluie, les nuits où son corps contre le mien était une promesse éternelle, les promesses chuchotées à l'oreille d'Élise endormie. Tout ça pour ça? Pour une secrétaire qui s'invitait dans notre lit conjugal, avec ce sourire qui puait le mépris? Mes mains tremblaient, je les serrais contre ma poitrine pour cacher les larmes qui montaient, brûlantes. Antoine, comment peux-tu? Notre chambre, notre maison, Élise. C'est une blague, dis-moi que c'est une blague horrible. Ma voix se brisa, un sanglot étouffé que je ravalai avec peine. Élise, les yeux écarquillés de terreur, se leva d'un bond. Papa, non. Maman dort avec moi. Et elle part quand? Sa petite voix, si pure, trancha l'air comme un couteau point, mais Antoine, cet homme que j'avais cru mien, se durcit, son regard fuyant le mien pour se poser sur Sophie, comme pour y puiser du courage ou de la honte, je ne sais plus. Assume, Marie-Louise, ou alors, trouve-toi un autre refuge. Élise reste avec moi, c'est mieux pour elle. Une maison stable, sans drames inutiles. Les mots tombèrent comme des pierres, lourds, définitifs. Un autre refuge? Comme si j'étais une squatteuse dans ma propre vie. Sophie ricana doucement, posant une main possessive sur le bras d'Antoine. Allons, chérie, ne fais pas d'esclandre. On peut cohabiter en grande personne. Je ne mords pas, enfin, pas trop. Son clin d'œil complice à mon mari me donna la nausée, un haut le cœur qui remonta comme de la bile. Je ne sais pas comment j'ai tenu le dîner ce soir-là. J'ai servi le coq au vin, les portions légales, la sauce fumante, mais chaque bouchée était cendre dans ma bouche. Élise pleurait en silence, picorant sa viande, jetant des regards suppliants à son père qui hochait la tête vers son assiette sans un mot. Sophie, elle, mangeait avec appétit, complimentant la recette d'un ton condescendant. Délicieux, vraiment. Tu as du talent en cuisine, Marie-Louise. Ça compense pour le reste. Le reste? Que entendait-elle par là? Mes nuits solitaires à l'attendre, mes renoncements pour sa carrière? La conversation buta sur des banalités, le temps, le boulot, mais sous la table, je sentais mes ongles s'enfoncer dans mes paumes, laissant des croissants de lune rougeoyants.
Après le repas, Élise se réfugia dans sa chambre, prétextant un mal de tête, et je l'y rejoignis pour la bordeur, nos larmes se mêlant sur l'oreiller. Maman, papa t'aime plus, murmura-t-elle, et je la serrai fort, la gorge nouée, si, mon ange. Mais les adultes font parfois des bêtises. Demain, tout ira mieux. Mensonge. Cette nuit-là, seule dans la chambre d'amis, un cagibi froid avec un lit, une place et des cartons poussiéreux, je n'ai pas fermé l'œil. Les bruits de la maison me hantaient, le rire étouffé de Sophie filtrant à travers les murs, la voix basse d'Antoine répondant, complice. Était-il en train de travailler? Ou pire? Je revivais chaque instant en boucle, le cœur lacéré. Comment en étais-je arrivé là? La veille encore, j'avais plié son linge avec amour, prévu un week-end surprise à la mer pour nous trois. Et maintenant, cette intrusion, ce vol éhonté de mon foyer. Vers 3 heures du matin, mon téléphone vibra. Un appel anonyme, sans message, juste une respiration lourde avant la coupure. Un mauvais rêve? Ou un avertissement? Je ne le savais pas encore, mais ce silence était le premier fil d'un écheveau beaucoup plus sombre. Le lendemain matin, le soleil perçait à travers les volets disjoints, moqueur dans sa lumière innocente. Élise partit pour l'école la mine défaite, m'embrassant plus fort que d'habitude. Reviens vite, maman. Antoine était déjà parti, une note laconique sur la table. Sophie s'installe aujourd'hui. Sois raisonnable. Raisonnable? La rage remplaça les larmes, un feu purificateur qui me propulsa hors de la maison. Je marchai jusqu'au cabinet de Maître Duval, un avocat que j'avais rencontré des années plus tôt lors d'un testament familial. Son bureau, au cœur du vieux lion, sentait le papier ancien et le café fort. Assise face à lui, les mains tremblantes sur mes genoux, je balbutiai l'incroyable, l'arrivée de Sophie, les mots cruels d'Antoine, la menace d'exil. Duval, un homme d'une 50aine d'années aux lunettes rondes et au regard bienveillant, m'écouta en silence, hochant la tête avec empathie. Puis, alors que j'ouvrais mon sac pour en sortir les papiers du mariage, il m'interrompit doucement, sa voix grave comme un glas. « Attendez, Marie-Louise. Avant de paraffer quoi que ce soit pour entamer cette procédure de divorce, il faut que je vous apprenne quelque chose sur votre mari. Quelque chose qui pourrait tout changer. » Mon cœur s'arrêta. Qu'avait-il à révéler? Mon expression, je le sentais, se figea en un masque de stupeur, tandis que les mots de Duval planaient comme une ombre sur le reste de ma vie. Mais ça, mes chères auditrices, c'est pour la prochaine partie. Restez avec moi, abonnez-vous si ce n'est pas fait, et likez pour soutenir ces histoires qui nous unissent. À bientôt pour la suite car ce n'était que le début de l'abîme. Bienvenue à nouveau sur Histoire de tous les jours, chères auditrices. Si vous venez de découvrir cette série, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite de mon témoignage, Marie-Louise. Partagez vos réactions en commentaire, votre soutien fait toute la différence. Reprenons là où nous en étions, dans le bureau de Maître Duval, avec ces mots qui flottaient comme une menace. Avant de paraffer quoi que ce soit, il faut que je vous apprenne quelque chose sur votre mari. Le cabinet de l'avocat était un havre de calme au milieu du tumulte de ma vie effondrée. Les murs tapissés de livres reliés en cuir sentaient le vieux papier et la cire d'abeille, et une lampe à abat-jour vert diffusait une lumière tamisée qui adoucissait les ombres sur le visage ridé de Duval. J'étais assise là, les mains crispées sur les accoudoirs de cuir usé, mon cœur battant la chamade comme un tambour de guerre. L'air était lourd, chargé de l'odeur du café qu'il m'avait servi dans une tasse ébréchée, un geste de réconfort qui contrastait avec la tempête en moi. « Dites-moi, maître, je vous en prie », ai-je murmuré, ma voix un fil ténu prêt à se rompre. Mes yeux, gonflés par une nuit sans sommeil, le fixaient avec une intensité désespérée. J'avais besoin de réponses, de quelque chose de concret pour ancrer ma douleur, pour transformer ce chaos en action. Duval s'est calé dans son fauteuil, ajustant ses lunettes rondes sur son nez aquilin. Il avait cette manière paternaliste, rassurante, d'un homme qui a vu trop de drames familiaux pour s'émouvoir facilement. « Marie-Louise, j'ai connu la famille de votre mari il y a des années, par l'intermédiaire d'un ancien client. Un dossier que j'ai traité en 2005, un scandale financier qui a marqué la région bourguignonne. » Il a marqué une pause, fouillant dans un tiroir pour en sortir un dossier cartonné, jauni par le temps, marqué d'un tampon confidentiel. Mes doigts se sont crispés sur la tasse, le liquide noir refroidissant sans que je l'aie touché.
Antoine, ce n'est pas son vrai nom. Il s'appelle en réalité Alexandre Moreau. 20 ans plus tôt, il a falsifié son identité pour échapper à un passé lourd de dettes et de honte. Son père, un homme d'affaires ruiné par de mauvaises spéculations, s'est suicidé dans un hôtel miteux de Beaune, laissant derrière lui un gouffre financier. Alexandre, alors âgé de 25 ans, a emprunté l'identité de son cousin décédé, Antoine Leclerc, un jeune homme mort dans un accident de voiture sans descendance. Il a refait sa vie à Lyon, effaçant les traces comme on balaie des cendres. Les mots ont frappé comme des coups de marteau sur de l'acier froid. Alexandre Moreau. Pas Antoine, mon Antoine, l'homme qui m'avait juré fidélité sous les arches de la basilique. Mon esprit vacillait, des images se superposant, son rire dans le bar pluvieux, ses mains sur mon ventre rond pour Élise, et maintenant cette ombre, ce mensonge qui rongeait les fondations de notre union. Mais pourquoi me le dire maintenant? Ai-je balbutié, une vague de nausées montant. Duval a poussé le dossier vers moi, ses yeux emplis de compassion. Parce que Sophie, cette secrétaire, n'est pas une inconnue innocente. J'ai vérifié discrètement ce matin, elle est liée à l'ancien réseau de dettes. Et votre mariage, Marie-Louise, repose sur cette imposture. Si vous divorcez sans savoir, il pourrait contester la garde d'Élise, arguer de votre instabilité. Mais avec ça, il tapota le dossier, vous avez de quoi le faire plier. Stupeur, puis une rage sourde, comme un volcan qui gronde sous la croûte terrestre. J'ai feuilleté les pages tremblantes, certificat de naissance falsifié, article de presse jauni sur le suicide du père homme d'affaires se donne la mort après scandale, et une photo floue d'un jeune homme ressemblant trait pour trait à mon mari, les yeux hantés par un désespoir que je n'avais jamais vu. Étais-je mariée à un fantôme? Avais-je donné 15 ans de ma vie à un homme fabriqué de toutes pièces? Les larmes ont coulé, chaudes et amères, sur le papier craquant. Il m'a menti sur tout, ai-je sangloté, la voix brisée. Nos vœux, nos promesses. C'était du vent? Duval a posé une main paternelle sur la mienne. Pas tout, peut-être. L'amour peut naître du mensonge, mais il ne s'y nourrit pas. Rentrez chez vous, affrontez-le. Et revenez-moi avec sa version. On signera les papiers après. Le trajet de retour à Villeurbanne fut un calvaire. La R5 bourdonnait sous une pluie fine qui brouillait le pare-brise, et Lyon défilait en un flou grisâtre, miroir de mon âme en lambeaux. Chaque feu rouge était une pause forcée pour ravaler les sanglots, chaque klaxon un rappel cruel de la réalité. Que allais-je dire à Élise? Comment expliquer que son père n'était qu'une illusion? J'ai garé la voiture devant la maison, ce pavillon modeste avec ses volets bleus écaillés, et j'ai hésité devant la porte, la clé lourde dans ma main moite. L'air sentait la terre mouillée, et un chat errant miaula plaintivement depuis le jardin, comme un écho à ma détresse. J'ai poussé la porte, et l'odeur familière, celle du linge frais et du café m'a frappé comme une trahison supplémentaire. Ils étaient là, dans le salon. Antoine, ou plutôt Alexandre, assis sur le canapé, un verre de whisky à la main, les traits tirés par ce qui ressemblait à une gueule de bois émotionnelle. Sophie, vautrée à ses côtés, les jambes croisées, feuilletant un magazine People avec un détachement royal. Elle leva les yeux à mon entrée, son sourire carnassier réapparaissant. Tiens, la revenante. Une petite promenade pour te rafraîchir les idées? Élise n'était pas là, Dieu merci, probablement à l'école encore. J'ai lâché mon sac à main sur le sol, le bruit mat résonnant comme un défi. Antoine, ou dois-je dire Alexandre Moreau? Explique-toi. Maintenant. Il a sursauté, le verre lui échappant presque des doigts, le liquide ambré se renversant sur le tapis perçant. Ses yeux verts s'écarquillèrent de panique pure. Qui t'a dit ça? Bégaya-t-il, se levant d'un bond. Sophie, immobile, observait avec amusement froid. Peu importe, ai-je craché, tirant le dossier de mon sac et le jetant sur la table basse. Les pages s'éparpillèrent, révélant la photo, les articles. Maître Duval. Ton passé te rattrape, Alexandre. Le suicide de ton père, l'identité volée. Et moi? Étais-je juste un masque de plus pour ton imposture? Le silence fut assourdissant, rompu par le tic-tac de l'horloge. Alexandre s'effondra sur le canapé, le visage dans les mains, ses épaules secouées de sanglots. Tu ne comprends pas, Marie-Louise,
murmura-t-il, la voix rauque. Ce passé m'a volé ma vraie vie. Mon père, il était un titan, jusqu'à ce qu'il parie tout sur un vignoble foireux. Les créanciers nous ont tout pris. Et lui, un soir, il a avalé des pilules avec du cognac, me laissant seul. J'avais 25 ans. Le cousin Antoine, son nom vierge. J'ai pensé, juste un temps. Et puis je t'ai rencontré. Je t'ai aimé pour de vrai. Ces mots me transpercèrent. Aimer pour de vrai? Mais sur quel sol? Et Sophie, demandai-je. Elle sait tout, n'est-ce pas? Sophie se leva, son parfum envahissant l'espace. Oh, chérie, tu es si naïve, ronronna-t-elle. Alexandre est à moi maintenant. Je l'ai aidé à forger les papiers, en échange d'une part. Ton nid douillet? Parfait pour se cacher. Il a besoin d'une femme qui ne pose pas de questions. Sa méchanceté me fit reculer. Tu es une araignée, explosai-je. Alexandre se plaça entre nous. Sophie, arrête. Marie-Louise, c'est pas ce que tu crois. Elle me fait chanter. Les dettes ressurgissent. Si je ne paie pas, il révèle tout. Sophie rit, en échange de mon silence. Dis-lui comment tu m'as supplié de venir ici. Le drame montait. Mon téléphone vibra, une voix rauque, on sait pour Alexandre. La maison en Bretagne paiera nos arriérés. Où on balance tout. Alexandre pâlit, ils t'ont trouvé? Sophie haussa les épaules, cette bicoque, parfaite pour renflouer. Élise rentra, son sourire s'effaçant. Maman? Pourquoi papa pleure? Je la serrai, l'emmenai dans sa chambre. Mais les disputes étouffées continuèrent. Tu dois partir, Sophie, supplia Alexandre. Et te laisser avec elle? Jamais. Les nuits furent des abysses. Appels menaçants, doutes sur notre intimité. Un soir, Sophie me bouscula. Il t'a épousé pour ton nom, pas ton cœur. Je la repoussai, sors de ma maison. Duval appela, fouillait son bureau. Une lettre d'une mère inconnue. Cette nuit, je trouvai l'enveloppe, à mon fils, Alexandre. Qui était-elle? Un secret plus sombre, restez avec moi pour la partie 3. Abonnez-vous. Bienvenue, chères auditrices, dans cette 3e partie de mon témoignage sur Histoire de tous les jours. Si vous suivez depuis le début, vous savez que les ombres du passé d'Alexandre ou Antoine, comme je l'appelais encore, menacent de tout engloutir. Merci pour vos commentaires touchants, ils me donnent la force de continuer. Installez-vous, car ici, le drame atteint son paroxysme. Respirez profondément, la vérité va frapper comme un orage. Cette lettre jaunie, trouvée dans le tiroir secret du bureau d'Alexandre, était comme une relique maudite, un fragment de parchemin qui portait l'odeur fanée de l'encre et du temps. Je l'avais déniché vers minuit, après une journée de mensonges et de regards fuyants, alors que la maison respirait dans un silence oppressant. Élise dormait enfin, épuisée par les tensions qui filtraient sous sa porte comme un gaz toxique. Sophie s'était éclipsée dans notre chambre, cette pièce qui avait été le sanctuaire de mes nuits les plus tendres, et Alexandre errait comme un fantôme dans le salon, un verre à la main. Mes doigts tremblants avaient forcé la serrure du tiroir, un geste impulsif né de la rage et de la curiosité. L'enveloppe, cachetée d'un sceau en cire craquelé, portait une écriture élégante, presque calligraphiée, à mon fils, Alexandre, pour le jour où tu comprendras. Mon cœur s'était arrêté. Fils? Quelle mère? Et pourquoi cacher là, parmi des factures et des notes codées, j'ai déplié la feuille avec précaution, comme si elle allait se dissoudre au contact de l'air. Les mots, écrits d'une main assurée mais tremblante, dansaient sous la lampe de bureau. Mon cher enfant, si tu lis ceci, c'est que le destin t'a rattrapé. Ton père, cet homme que tu es, n'était pas ton sang. Je suis ta vraie mère, Élise Moreau, nièce d'un industriel breton qui m'a renié pour mon amour défendu. L'héritage que tu poursuis n'est pas une malédiction, mais un droit à la maison de Quiberon, avec ses secrets enfouis dans le grenier. Pardonne-moi de t'avoir abandonné à la naissance, pour te protéger de la honte familiale. Trouve-moi avant qu'il ne soit trop tard. Ta mère qui t'aime, Élise. Élise. Mon prénom, celui de notre fille. Coïncidence cruelle? Ou fil d'Ariane menant à un labyrinthe plus sombre?
Les larmes ont brouillé l'encre, et j'ai refermé la lettre d'un geste brusque, le papier crissant comme un cri étouffé. Qui était cette femme? Et qu'avait-elle à voir avec moi, orpheline de parents ordinaires, sans lien avec la Bretagne au-delà de cette vieille maison héritée? Le lendemain, l'aube se leva grise et lourde, un ciel de plomb sur Lyon qui semblait refléter l'orage en moi. J'ai appelé Duval dès que le cabinet ouvrit, ma voix rauque de fatigue et d'angoisse. Maître, j'ai trouvé ça. Une lettre, d'une mère. Lisez. J'ai scanné le document avec mon téléphone, l'envoyant par mail d'une main fiévreuse. Élise, encore en pyjama, me regardait depuis la cuisine, une tartine à moitié beurrée en suspens. Maman, tu as pleuré? C'est à cause de papa? Je l'ai serré contre moi, inhalant son odeur de shampoing à la fraise, ce rempart fragile contre le chaos. Non, mon ange. Juste une mauvaise nuit. Va t'habiller pour l'école, je t'emmène aujourd'hui. Mais au fond, la peur grandissait. Si Alexandre était lié à mon héritage, qu'avais-je épousé? Un voleur? Un parent? Duval me rappela 1 heure plus tard, sa voix tendue, inhabituelle chez cet homme imperturbable. Marie-Louise, venez immédiatement. Cette lettre, elle change tout. Et c'est pire que vous ne l'imaginez. Le trajet jusqu'au Vieux-Lyon fut un supplice, la circulation dense, les klaxons rageurs, et dans ma tête, un tourbillon de questions. Étais-je la dupe d'un plan ourdi dès notre rencontre? La maison de Quiberon, que j'avais toujours vue comme un fardeau sentimental, était-elle la clé d'un trésor familial? Duval m'attendait dans son bureau, le dossier étalé comme une autopsie. Il avait fouillé les archives, contacté un notaire breton de sa connaissance. Asseyez-vous. Votre mari n'est pas seulement un imposteur. Il est de votre sang, Marie-Louise. Alexandre Moreau est votre cousin au second degré. Sa mère, Élise Moreau, était la sœur illégitime de votre grand-oncle, un magnate du shipping côtier qui a nié l'enfant pour protéger sa réputation. La maison de Quiberon? Ce n'est pas un simple legs de vos parents. C'est une fortune cachée des actions en fidéicommis pour les descendants légitimes, évaluée à des millions. Votre mariage, qu'il l'ait su ou non au début, c'était un moyen inconscient de réclamer ce qui lui revenait. Et Sophie? Elle n'est pas sa secrétaire. C'est sa demi-sœur, née d'une autre liaison de la même famille. Complice dans cette arnaque, elle le manipule pour s'approprier l'héritage. Les mots ont explosé comme une grenade dans mon crâne. Cousin? Demi-sœur? Notre union, ce lit partagé, ces baisers volés, souillés par un lien tabou, une incestuosité voilée qui me donnait la nausée. J'ai vomi dans la corbeille du bureau, le goût acide remontant comme un poison. Comment avez-vous su? Ai-je haleté, essuyant ma bouche d'un revers de main tremblant. Duval poussa une photo sépia, une femme ressemblant à moi, plus jeune, avec les mêmes yeux en amande. Les archives généalogiques. Votre grand-oncle a payé pour enterrer le scandale. Alexandre a dû l'apprendre via la lettre, et Sophie l'a trouvé pour l'exploiter. Il vise votre part. La maison est le déclencheur pour débloquer le fond. Le monde s'effondrait en spirale, un vortex de trahison et d'horreur. J'ai fui le cabinet, courant sous la pluie qui s'était mise à tomber dru, les pavés glissant comme mes certitudes. Rentrer chez moi? Affronter ces monstres? Non. J'ai récupéré Élise à l'école, son cartable rebondissant joyeusement contre sa hanche. On part en vacances surprise, ma puce. Chez mamie en Bretagne. Mensonge pieux, mais son visage s'illumina, vraiment? Avec les dunes et les crêpes? J'ai hoché la tête, ravalant mes larmes, et nous avons filé vers l'autoroute, la radio diffusant des chansons joyeuses qui sonnaient faux. Derrière nous, mon téléphone vibrait sans cesse. Alexandre, où es-tu? On doit parler. Sophie, un texto venimeux, tu ne t'échapperas pas avec CE qui nous revient. La route vers Quiberon fut un long cri intérieur. Les paysages défilaient, les vignes du Beaujolais, puis les forêts sombres de l'Allier, enfin la côte bretonne battue par les vents. Élise babillait sur les vaches qui paissaient sous la pluie, mais moi, je revivais tout, notre nuit de noces, ses mains sur ma peau, maintenant souillée par ce sang partagé. Étais-je attirée par lui à cause de ce lien invisible? Ou était-ce le destin qui se moquait? Arrivé à la maison, tard dans la nuit,
la bâtisse en granit se dressait comme un sentinelle, ses fenêtres noires comme des yeux accusateurs. L'air salin piquait les narines, et les vagues de l'Atlantique rugissaient au loin, un grondement primal. « C'est spooky, maman », murmura Élise en serrant ma main. J'ai allumé les lumières, l'odeur de moisi et de sel emplissant l'air. La cuisine, avec sa table en chêne massif, me rappela ma grand-mère, décédée sans m'avoir révélé ses secrets. Au lit, mon cœur. Demain, on explore le grenier. Mais le sommeil fut volé par les fantômes. Vers 2 heures, un bruit, la porte d'entrée grinça. J'ai bondi, le cœur au bord des lèvres, attrapant un chandelier en fer comme arme. Des pas lourds dans l'escalier. Marie-Louise ? La voix d'Alexandre, brisée, suppliante. Il était là, trempé, les cheveux plaqués, les yeux rougis. Comment m'as-tu trouvé ? Ai-je sifflé, le chandelier levé. Élise cria depuis sa chambre. Maman. Je la rejoignis, la barricadant, puis revins face à lui dans le salon, éclairé par un feu que j'allumais hâtivement dans la cheminée. Les flammes dansaient, projetant des ombres monstrueuses sur les murs tapissés de papier peint fané. Tu savais, accusai-je, la voix un filet de rage. Pour le lien. La lettre. Élise Moreau, ma grand-tante ? Notre mariage, c'était pour l'héritage ? Il s'effondra à genoux, les mains tendues, au début, non. Je t'ai aimé, Marie-Louise, pour toi. Le passé m'a rattrapé il y a 5 ans, quand j'ai trouvé la lettre. Sophie, elle est ma demi-sœur, oui, fruit d'une autre bâtarde de la famille. Elle m'a traqué, menacée de tout révéler si je ne partageais pas. L'héritage ? On voulait juste survivre. Ses sanglots me déchirèrent, mais la fureur l'emporta. Survivre en me volant ma vie ? En dormant dans mon lit, en touchant ma fille ? Tu es mon cousin, Alexandre. C'est de l'inceste. La porte s'ouvrit à la volée, un courant d'air salé. Sophie entra, manteau dégoulinant, un sourire tordu aux lèvres. Bravo, le mélodrame familial. On partage tout, Alexandre le sang, l'argent, et même lui. Elle s'avança, ses escarpins claquant sur le parquet usé. Élise déboula, en larmes, arrêtez. Vous me faites peur. Maman, protège-moi. Je la serrai contre moi, son petit corps tremblant comme une feuille. Sors d'ici, Sophie. Tu n'es qu'une araignée toxique. Mais elle rit, se rapprochant, et toi ? La parfaite épouse, ignorant que tu couches avec ton propre sang. L'héritage est nôtre, la maison débloque le fond pour tous les illégitimes. Signe, ou on te ruine. La confrontation explosa. Alexandre se releva, poussant Sophie, assez. Laisse-la tranquille. Elle le gifla, un claquement sec qui résonna comme un coup de tonnerre. Traître. Tu m'as promis la moitié. Dans la bagarre, sa manche remonta, un tatouage, un arbre généalogique stylisé, avec des branches torsadées identiques aux miens, hérité de ma grand-mère, que j'avais tatoué à 25 ans en souvenir d'elle. Preuve irréfutable. Regarde ça, Alta-TL, triomphante. On est des sœurs de malheur, chérie. Le même poison dans les veines. L'horreur me submergea, non seulement Alexandre, mais elle aussi. Ma famille, ce nid de vipères enfoui sous des décennies de silence. Élise hurla, couvrant ses oreilles. Papa, pourquoi tu mens ? Maman, ne pars pas. Arrêtez de crier. Ces mots, si innocents, brisèrent quelque chose en moi. Je la pris dans mes bras, fuyant vers la cuisine, barricadant la porte avec une chaise. Dehors, l'orage éclata enfin, la pluie martelant les vitres comme des poings furieux, les éclairs zébrant le ciel. Mon téléphone sonna, la police, alertée par Duval. Madame, nous arrivons. Votre mari est recherché pour fraude depuis 2010, évasion fiscale liée au suicide. Alexandre tambourinait à la porte. Ouvre, je t'en supplie. C'est notre malédiction familiale. Ne me laisse pas avec elle. J'ai ouvert, juste un instant, pour le fixer. Notre. C'est la tienne. Tu m'as volé 15 ans, souillé nos nuits. Pars, ou je te dénonce moi-même. Il recula, dévasté, mais Sophie surgit, le tirant par le bras. Viens, frère.
On recommence ailleurs. Elle n'a rien. La bagarre reprit, elle me poussa contre le mur, ses ongles griffant mon bras. Je ripostai, la plaquant au sol, nos souffles mêlés en un chaos primal. Tu ne toucheras pas à Élise, criai-je, tandis qu'elle crachait, l'héritage sera nôtre. Signe les papiers, où ton secret sort la bâtarde de la famille, élevée comme une orpheline. Élise, depuis l'escalier, sanglotait, maman, fais-les partir. Soudain, des sirènes au loin, croissantes comme un espoir. Alexandre s'interposa, protégeant Sophie malgré tout, arrêtez. Police, c'est moi. J'avoue tout. Les lumières bleues balayèrent la pièce, 2 agents en ciré entrèrent, armes au poing. Monsieur Moreau? Vous êtes en état d'arrestation pour usurpation d'identité et escroquerie. Sophie hurla, il est innocent. C'est elle, la voleuse. Mais les menottes claquèrent, froid et définitif. Alexandre, menotté, me regarda une dernière fois, les yeux implorants. Pardonne-moi, je t'ai aimé, malgré tout. Je détournai le regard, protégeant Élise de la scène point seule avec ma fille dans la maison qui grinçait sous l'orage, je montai au grenier, guidé par la lettre. Parmi les malles poussiéreuses, un coffre en bois sculpté, documents jaunis, actes notariés. L'héritage était bien légitime, pour les descendants directs, avec une clause protégeant les enfants comme Élise. Des millions, pour une vie nouvelle. Mais Sophie, emmenée menottée, cria depuis la voiture, ce n'est pas fini. Le sang-lit, chérie. Était-ce une menace? Ou la vérité ultime, dans cette nuit d'orage, j'ai compris que pour sauver Élise, je devais affronter le monstre en lui et en moi. La famille n'était plus un refuge, mais une chaîne à briser. Mais qu'allait-il advenir maintenant? Restez pour la partie 4, où la lumière perce enfin les ténèbres. Abonnez-vous, likez, et partagez ensemble, on guérit. Bienvenue pour cette 4e et dernière partie de mon témoignage bouleversant sur Histoire de tous les jours, chères auditrices si fidèles. Si vous avez accompagné Marie-Louise moi-même à travers les 3 épisodes précédents, vous vous souvenez de cette nuit orageuse à Quiberon, où les sirènes de la police ont emporté Alexandre et Sophie, laissant derrière elles un silence assourdissant chargé de promesses brisées et d'un héritage enfin révélé. Merci infiniment pour vos messages de soutien, vos larmes partagées et vos encouragements dans les commentaires, ils ont été mon phare dans cette tempête. Cette conclusion, c'est la résolution du conflit, le dénouement émotionnel, et une invitation à la renaissance pour moi, et peut-être pour vous aussi. Installez-vous confortablement, avec une couverture douce et une tasse fumante, car nous allons clore cette saga avec douceur, mais aussi avec la force qui nous unit, nous les femmes de plus de 35 ans, face aux trahisons et aux secrets qui nous définissent puis nous libèrent. Prenez une profonde inspiration, et laissons les braises se transformer en feu purificateur. Cette nuit-là, après le départ des gendarmes, la maison de Quiberon sembla respirer pour la première fois depuis des décennies. L'orage s'apaisait, ne laissant que le murmure des vagues au loin et le crépitement des dernières gouttes sur le toit en ardoise. Élise et moi étions montés au grenier, ce lieu poussiéreux que j'avais évité comme la peste pendant tant d'années, symbolisé par les malles de ma grand-mère et les ombres des regrets familiaux. Le coffre en bois sculpté, que j'avais forcé avec un pied de biche trouvé dans l'atelier du rez-de-chaussée, gisait ouvert comme une blessure enfin pansée. À l'intérieur, pas seulement des papiers jaunis et des actes notariés rédigés d'une encre fanée, mais un trésor bien plus précieux, des lettres, des photos sépia, et un testament holographe de mon grand-oncle, ce magnate breton dont le nom avait été effacé des annales familiales pour protéger les apparences. À mes nièces et descendants légitimes, je lègue non la fortune pour l'opulence, mais pour la reconstruction des âmes brisées, écrivait-il d'une main tremblante. Des millions en actions maritimes, des terrains côtiers, un fonds fiduciaire pour les orphelins de la lignée ironie cruelle, puisque j'en étais une, abandonnée par les silences de mes aïeux. J'ai lu ces documents à la lueur d'une lampe torche, Élise endormie contre mon épaule, son souffle régulier comme un ancrage dans la folie. Les larmes coulaient sans bruit sur les pages craquantes, mélange de soulagement et de deuil, soulagement pour cette légitimité reconquise, deuil pour les années volées à un mensonge. Alexandre, mon cousin, mon mari fantôme, Sophie, cette demi-sœur manipulatrice, n'avaient été que des ombres avides, attirées par l'éclat de cet or enfoui. Mais moi?
J'étais la clé, non une victime passive, mais l'héritière d'une lignée de femmes têtues, ma grand-mère Élise, qui avait porté ce secret comme un fardeau pour me protéger, ma mère, qui avait murmuré des contes bretons sans jamais révéler la vérité. Maman, murmura Élise dans son sommeil, et je la serrai plus fort, inhalant son odeur de sel et d'innocence. Dors, mon trésor. Demain, on recommence. Le matin se leva sur une mer calme, un soleil pâle filtrant à travers les volets disjoints, peignant les murs de granit d'une lumière laiteuse qui chassait les fantômes de la nuit. J'ai préparé un petit déjeuner simple, crêpes maison avec du beurre salé et du sucre roux, une recette de ma grand-mère que je n'avais pas faite depuis l'enfance, Élise riant pour la première fois depuis des jours en saupoudrant le tout de confiture de fraises sauvages. C'est comme une aventure, maman. Comme dans les livres où les héroïnes trouvent un trésor. Ces mots, si purs, me firent sourire à travers les cernes. Oui, une aventure la nôtre, désormais. Mais la réalité nous rattrapa vite. Mon téléphone vibra avec un appel de Duval, sa voix grave et rassurante traversant les kilomètres. Marie-Louise, bien joué. La police a coffré Moreau et sa complice. J'arrive à Quiberon avec un notaire, on sécurise tout aujourd'hui. Ils débarquèrent vers midi, Duval dans sa vieille Peugeot cabossée, flanqué de Maître Le Goff, un breton au visage buriné par le vent, avec une moustache grise et un accent chantant qui roulait les « R » comme les vagues. On s'installa à la grande table de la cuisine, entouré de dossiers frais et d'une théière fumante à la menthe poivrée, un rituel qui transformait le drame en procédure, le chaos en ordre légal. Duval étala les cartes, les preuves sont accablantes. Alexandre, appelons-le par son vrai nom, est inculpé pour usurpation d'identité, fraude fiscale remontant à 2005, et complicité dans un chantage familial. Sophie, pour extorsion et faux en écriture. Ils avoueront tout sous pression. J'ai déjà les enregistrements de leur dispute dans la voiture. Le Goff hocha la tête, déroulant un contrat impeccablement tapé. Pour vous, madame, garde exclusive d'Élise, sans contestation possible vu les charges. Divorce prononcé par consentement mutuel, il signera pour éviter la prison à vie. Et l'héritage ? Débloqué immédiatement. 3 millions en liquidité, plus la maison et départ dans des sociétés maritimes. Une fortune modeste, mais qui change une vie. J'ai signé d'une main ferme, le stylo glissant sur le papier comme une caresse finale sur une plaie. Élise, curieuse, observait depuis le seuil, mordillant une crêpe. Ça veut dire qu'on est riche, maman ? Duval rit doucement, riche en liberté, ma petite. Mais intérieurement, je bouillonnais encore. L'argent pansait les plaies, oui, mais comment guérir le cœur ? La confrontation ultime eut lieu une semaine plus tard, dans la salle d'interrogatoire glacée de la gendarmerie de Vannes. L'air y sentait le café rance et le désinfectant, les murs beige tachés par des années de drames humains. Alexandre entra menotté, escorté par un gardien stoïque, son costume froissé remplacé par un survêtement institutionnel. Ses yeux verts, ses yeux qui m'avaient un jour ensorcelé sous la pluie lyonnaise, étaient maintenant injectés de sang, cerclés de cernes profonds comme des abysses. Marie-Louise, souffla-t-il en s'asseyant face à moi, séparée par une table boulonnée au sol. Un enregistreur bourdonnait discrètement, capturant chaque mot pour le dossier. Je le fixais, impassible, le cœur un point serré dans ma poitrine. Assieds-toi, Alexandre. Ou Antoine, si tu préfères ton masque. Parle. Explique-moi pourquoi. Il déglutit, les menottes cliquetant comme un rappel sinistre. Je ne sais par où commencer. Le suicide de mon père, non, du père que j'ai cru tel m'a brisé à 25 ans. Les dettes, la honte. J'ai volé l'identité de mon cousin pour survivre. Puis toi, dans ce bar. Ton sourire m'a donné une vie vraie. Mais Sophie m'a trouvé il y a 6 ans, elle savait pour la lettre de ma vraie mère, pour le lien avec ta famille. Elle m'a forcé, partage l'héritage, ou je balance tout aux flics et à ta femme. Ces mots cascadaient, un torrent de confessions, l'amour sincère des premiers temps, la tentation grandissante de l'héritage quand il avait relié les poings, les nuits coupables où il me mentait en m'embrassant. Et notre chambre ? Sophie dans notre lit, demandai-je, la voix un fil d'acier. Il baissa la tête, des larmes coulant sur la table. Une erreur monstrueuse. Pour la faire taire, pour gagner du temps. Je t'ai aimé malgré tout, Marie-Louise. Pardonne-moi.
Pour Élise, dis-lui que son papa est un lâche, mais qu'il l'aime plus que tout. Sa vulnérabilité me désarma un instant, je revis l'homme qui m'avait dansé sous les étoiles de Venise, qui avait pleuré à la naissance de notre fille. Mais la rage reprit le dessus. Pardonne ? Tu m'as volé 15 ans, souillé nos vœux, mis notre enfant en danger. Ton amour était un poison. Signe les papiers de divorce, et disparaît. Élise n'a plus besoin d'un fantôme. Sophie fut pire. Séparée par une vitre blindée dans la salle voisine, elle apparut à garde, les cheveux en bataille, son maquillage coulant en traînées noires. Ah, la grande gagnante, cracha-t-elle dans l'interphone, sa voix déformée par la haine. Tu as tout, l'argent, la fille, la pitié. Mais souviens-toi, cousine, on partage le même sang maudit. L'héritage ? On voulait juste ce qui nous revenait, l'amour volé à la naissance, l'argent pour racheter une vie. Je la fixai, froide, ton amour est de la boue, Sophie. Tu as manipulé, menti, frappé. Pourri en prison, le sang ne lie que les faibles. Elle hurla, tapant sur la vitre jusqu'à ce que les gardiens l'entraînent, ses cris s'estompant en un écho pathétique. Justice poétique, arrêtée pour complicité, elle avoua tout sous pression, révélant un réseau de faux plus vaste, condamné à 10 ans ferme. Le divorce fut un ouragan administratif qui balaya les vestiges, papier signé par Alexandre depuis sa cellule, un jugement en 3 mois qui me rendait libre. Lyon m'accueillit à bras ouverts, je vendis la maison de Villeurbanne, ses murs imprégnés de rires faux et de nuits volées, et avec une partie de l'héritage, j'achetai un appartement lumineux dans le quartier de la Croix-Rousse, avec une terrasse surplombant les Traboules et la Saône qui scintillait comme un ruban d'argent au crépuscule. Élise s'y épanouit, à 13 ans maintenant, elle collectionnait non plus des coquillages, mais des livres sur la biologie marine, rêvant toujours de vétérinaire mais avec une cause plus grande: protéger les océans, pour que les secrets ne se noient pas. On adopta un chaton roux nommé Phare, qui ronronnait sur nos genoux lors des soirées câlins, chassant les ombres avec ses ronronnements. Et la reconstruction fut un chemin pavé de thérapie. J'intégrai un groupe de soutien pour femmes trahies, un cercle de sœurs anonymes où les confessions coulaient comme un vin libérateur. Les secrets familiaux sont des chaînes invisibles, confiai-je lors d'une session, entourée de visages bienveillants: une avocate divorcée, une enseignante veuve, une mère monoparentale comme moi. Mais la trahison ? Elle forge l'acier de la résilience. J'ai appris à trancher les liens toxiques, à me choisir moi. Élise y alla aussi, avec une psychologue enfantine, ses dessins, autrefois sombres de maisons fissurées, devinrent des arcs-en-ciel sur des dunes bretonnes. Maman, on est plus forte sans papa, me dit-elle un soir, en modelant de la pâte à modeler en forme de bouclier. Comme des super-héroïnes. L'héritage, ce poids devenu elle, je le transformai en lumière. Avec Duval-Louis, ce pilier juridique devint mon confident, puis mon amoureux discret, nous créâmes une fondation, les Élises de demain, des bourses pour orphelines et femmes en reconversion, finançant études et thérapies. La maison de Quiberon ? Un centre de retraite, où des femmes comme vous viennent guérir au son des vagues, retapant les murs avec leurs propres mains, comme je l'avais fait avec Élise. Flash forward d'1 an, nous y étions, Élise courant sur la plage, ses cheveux au vent, riant d'un cerf-volant en forme de goéland. Duval, à mes côtés, glissa une main dans la mienne, « Tu es ma renaissance, Marie-Louise. » Son baiser, sous un ciel étoilé, fut doux, sans urgence, l'amour mature, transparent, qui guérit sans blesser. Aujourd'hui, à 43 ans, je poursuis des études de psychologie clinique, spécialisée en traumas familiaux. Chaque patiente que je guide, une épouse trompée, une mère découvrant un secret d'héritage, est un miroir de mon chemin. J'ai appris tant de leçons, que l'amour vrai ne ment pas, qu'il se reconnaît à sa lumière claire, sans ombre rampante, que les reviravoltas, si cruels, sont les forges de notre force, que les femmes de notre âge, avec nos cicatrices comme médailles, portons en nous un pouvoir ancestral, celui de renaître des cendres plus vives que jamais. Et Élise ? Elle grandit fière, une jeune fille de 14 ans qui écrit des poèmes sur la mer et les tempêtes, me dédiant le premier, à maman, qui a dompté l'orage. Chères auditrices, mes sœurs de cœur et de combat, cette histoire se boucle en cercle, de la pluie lyonnaise qui nous a unis à l'amour, à l'orage breton qui nous a libérés. Derrière chaque inconnu à la porte une secrétaire narquoise, un mari masqué se cache une révélation, un abîme ou un trésor. Mais c'est notre choix, à nous,
de refermer la porte sur le poison et d'ouvrir les fenêtres à l'aube. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce voyage avec moi, vos histoires dans les commentaires m'ont enrichi autant que la mienne vous a peut-être touché. Si ce récit de trahison, d'héritage caché et de superrotation vous a ému, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne YouTube Histoire de tous les jours. Cliquez sur ce bouton rouge, activez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines sagas hebdomadaires des récits vrais, inspirants, pour femmes fortes comme vous. Likez cette vidéo, commentez la leçon qui vous a le plus marqué, et partagez-la avec une amie qui en a besoin aujourd'hui. Ensemble, on transforme les drames en triomphe. Merci, et à très bientôt pour une nouvelle histoire qui changera peut-être la vôtre. Prenez soin de vous, brillamment.